Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de CHU, le podcast qui vous plonge au plein cœur du CHU de Rouen à travers le témoignage des personnes qui vivent et font vivre l'hôpital au quotidien, les patients, les professionnels, les experts médicaux et les chercheurs. Pour ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous abordons un sujet de santé publique majeur, le cancer du poumon. Et pour mieux comprendre cette maladie, ses causes, ses symptômes, les dernières avancées en termes de traitement et de recherche, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Florian Guizier, Bonjour. pneumo-oncologue au CHU de Rouen depuis plus de 20 ans. Alors, passionné par sa spécialité, il a fait son internat ici même au service de pneumologie du CHU. Cette longue expérience lui permet non seulement d'accompagner ses patients avec une expertise précieuse, mais aussi de contribuer activement à la recherche et à l'innovation dans le domaine. Alors, avant d'explorer les aspects médicaux du cancer du poumon, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser en pneumologie et qu'est-ce qui vous motive à continuer après 20 ans de pratique? Alors, ce qui m'a amené à me spécialiser là-dedans, c'est clairement des rencontres avec d'autres professionnels, des médecins, des infirmières, des, des techniciens de recherche aussi, que j'ai trouvé vraiment géniaux dans le service. Et mon ancien patron, professeur Tiberville, qui a été déterminant dans mon choix. Et donc, voilà, dès que je suis rentré dans ce service, je me suis senti bien, comme dans une grande famille, et donc je suis resté. Ensuite, votre deuxième question, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous motive à Qu'est-ce qui me rester? motive à rester? Clairement, c'est les patients, c'est l'envie d'aller plus loin pour eux, avec tous les nouveaux traitements qu'on a. On a depuis une dizaine d'années vraiment une transformation complète de nos pratiques, avec des nouveaux traitements qui changent radicalement les choses. Et voilà, on a des très belles histoires. Alors, on n'a pas que ça, malheureusement, mais vraiment des choses super qui se passent. Alors, selon l'Institut national du cancer, euh, plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués en 2023. Ce qui en fait le troisième cancer le plus fréquent et la première cause de décès par cancer en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales causes de ce cancer et les facteurs de risque les plus déterminants? Ouais. Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est un cancer qui est très fréquent et qui est la première cause de décès. C'est le cas dans tous les autres pays relativement riches. Euh, la première cause, c'est en particulier le tabac. C'est clair, mais c'est pas du tout la seule cause. En fait, il y a quand même à peu près une fois sur cinq où on retrouve pas vraiment d'exposition au tabac, ou en tout cas pas d'exposition très importante. Et donc, il y a d'autres causes. Alors, dans la région, on connaît une autre cause importante, qui est celle de l'exposition à l'amiante, souvent dans un cadre professionnel. On a pas mal de cas où des entreprises utilisaient de l'amiante sans qu'il y ait spécialement de protection jusqu'à il y a quelques temps. Et donc, on a un certain nombre de patients qui sont malades à cause de ça, clairement. Et il y a d'autres causes qui sont un peu plus rares ou moins bien connues. Et clairement, depuis quelques années, ce qui se dessine, c'est le rôle de la pollution atmosphérique, les particules, le diesel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore très très bien. Mais il y a de plus en plus de preuves que ça augmente clairement le risque de cancer du poumon. Et, comment les personnes peuvent-elles réduire leur risque de développer cette maladie, si c'est Alors, possible? la meilleure solution, c'est d'arrêter de fumer Mm. pour les gens qui fument. Donc ça, il y a plein de solutions pour aider les gens à arrêter de fumer. C'est très difficile parce que les cigarettes, elles sont fabriquées pour que ce soit difficile. Et donc, on sait que c'est difficile, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas du tout là pour culpabiliser les gens, mais c'est important d'arrêter pour le risque de cancer du poumon, mais aussi pour plein d'autres maladies, les problèmes cardiaques, les problèmes vasculaires cérébraux, d'autres types de cancers aussi, comme le cancer de la vessie, par exemple, euh, ou le cancer de la gorge. Donc, les solutions pour arrêter de fumer, il y en a tout un tas. Le plus fréquent, le plus connu, c'est les patchs. Donc, les patchs, ça convient à certaines personnes, ça marche très bien chez certaines personnes. C'est pas toujours l'idéal quand même, donc il ne faut pas hésiter à chercher d'autres solutions. Depuis pas si longtemps que ça, les patchs et les gommes de nicotine, c'est complètement remboursé, sans limite de durée, alors qu'avant, c'était uniquement pendant une petite période. Donc, vraiment pas hésiter.
En tout cas, sur ordonnance, c'est remboursé. Et puis les autres moyens, il peut y avoir des interventions un peu différentes. Il y a des gens qui ont recours à l'hypnose. Il y a aussi des gens qui ont recours à la cigarette électronique. La cigarette électronique, chez quelqu'un qui ne fume pas, évidemment, on ne la conseille pas, parce que c'est rajouter quand même un produit étranger dans le corps, donc c'est pas une très bonne chose. Par contre, chez les gens qui fument, on sait que c'est beaucoup moins dangereux que le tabac, et surtout que ça permet, au bout d'un temps, de se passer de la nicotine et donc du tabac. Donc, nous, en tout cas, dans le service de pneumologie, et puis l'attitude des pneumologues en général, c'est quand même plutôt de conseiller aux gens qui fument d'essayer. Et puis si ça les aide à se passer de la cigarette, de continuer, mais avec l'objectif d'arrêter aussi la cigarette électronique. Il ne faut pas se dire qu'on va garder la cigarette électronique toute sa vie. L'objectif, c'est quand même d'essayer d'arrêter tout, quoi. Il y a des tabacologues au sein de votre service pour aider vos Oui, patients à oui. arrêter? Alors, donc, dans le service, effectivement, on a plusieurs tabacologues qui peuvent intervenir auprès de nos patients, mais il y a aussi un service d'addictologie au CHU. L'addictologie, c'est la médecine des addictions, et donc notamment de l'addiction au tabac. Et donc, il y a des consultations spécialisées pour ça au CHU. Il y a aussi des consultations spécialisées de tabacologie en ville. Il y a des praticiens libéraux qui font ça. Il y a des interventions pas toujours médicales aussi. Alors, bon, faut se renseigner un peu avant, je pense. Il y a des choses très très bien et il y a des choses un peu moins bien. C'est-à-dire que même si on ne vient pas en consultation ou en hospitalisation en pneumo, même si Oui, bien on vient en sûr. CHU pour une autre pathologie, on peut aussi se faire Oui, aider oui, bien pour sûr. arrêter de fumer. Le service d'addictologie, il est ouvert à tout le monde. Et donc, les consultations du service d'addictologie, elles sont ouvertes à tout le public. Nous, c'est vrai que dans le service, on a des gens qui ont une maladie respiratoire, donc on leur propose cet accompagnement, mais les gens qui n'ont pas de pathologie, tout le public peut s'adresser au CHU. Ouais. Et quels sont les symptômes à ne surtout pas négliger et à quel moment, en fait, il faut consulter un médecin? Ouais. Euh, Ça, c'est un problème un peu difficile, parce qu'en fait, dans le poumon, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de récepteur de la douleur. Donc, quand quelque chose se développe dans le poumon, on ne le sent pas. Et donc, la difficulté, c'est que les signes qui peuvent éventuellement faire suspecter l'apparition d'un cancer, c'est des signes pas très spécifiques. C'est des gens qui vont un peu plus tousser, un peu plus cracher éventuellement, se sentir un peu plus essoufflés. Donc, c'est vrai que ça, c'est des signes parfois qu'on banalise un peu, particulièrement quand on fume, parce qu'on se dit, bon, finalement, c'est normal de tousser. Et donc, c'est difficile. Ce qu'il faut se dire, c'est que si ces signes-là sont inhabituels, c'est-à-dire une toux vraiment pas comme d'habitude, et puis qui persistent, plus de 2 semaines, plus de 3 semaines, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que simplement une petite virose ou quelque chose d'anodin. Donc là, il faut consulter, et plus que consulter, il faut aller faire un scanner. C'est vraiment ça qui va être déterminant. Après, donc ça, c'est vraiment les signes, disons, respiratoires. Et puis, on a parmi nos patients des histoires un peu différentes où la maladie va être découverte à un stade un peu plus avancé parce qu'elle va toucher d'autres organes. Donc ça peut être des douleurs, ça peut être des problèmes neurologiques, des choses comme ça. Et notamment, il y a quand même une chose qui est assez méconnue, qui peut être importante, c'est les douleurs au niveau de l'épaule, ou en tout cas du haut du thorax. C'est vrai que souvent c'est un peu banalisé, on se dit voilà c'est une tendinite ou quelque chose comme ça. Euh, mais si ça passe pas, c'est pas une tendinite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, avec un traitement, ça doit passer. Et donc si ça passe pas, il faut faire des examens. Peut-être que c'est une tendinite quand même, et tant mieux, mais il faut faire des examens pour en être sûr. Et vous, les patients qui arrivent en consultation dans votre service, ils sont envoyés par leur médecin traitant? Pour la majorité, oui. C'est des personnes qui ont passé un scanner qui a été prescrit par leur médecin traitant. Et sur le scanner, donc, on retrouve des anomalies qui font penser qu'il y a peut-être un cancer du poumon. Il y a quand même aussi une grande partie des patients qui arrivent par les autres services de l'hôpital, par le service des urgences, par les services de neurologie, de rhumatologie. Et comment vous confirmez, vous, ce diagnostic? Ouais. Le diagnostic, on doit toujours le confirmer en faisant un prélèvement, ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire prendre un petit prélèvement de la lésion, d'une des lésions du cancer, s'il y en a plusieurs. Ça, c'est un passage qui est obligatoire, qui est un peu difficile parce que c'est pas toujours facile d'accès. Donc les biopsies, on peut les faire de plein de manières différentes. Parfois, c'est entre guillemets simplement une ponction avec une aiguille, un petit peu comme une prise de sang.
Parfois, c'est un peu plus difficile quand même. Donc voilà, il faut bien en discuter avec le médecin, ce qu'on est capable aussi de supporter. On peut faire les examens aussi sous anesthésie générale parfois, si ça semble trop difficile. Mais on a toujours besoin de faire sa biopsie. C'est ce qui vous confirme qu'un cancer est bien Ouais, voilà. présent. Ouais. Alors, c'est ce qui nous confirme qu'il y a un cancer. Et puis surtout, c'est ce qui nous permet de savoir exactement quel type de cancer. Parce que dans le cancer du poumon, en fait, il y a plusieurs dizaines de situations différentes. Et pour le savoir, on a besoin d'analyser cette biopsie, de faire des analyses génétiques dessus, de faire des analyses simplement en regardant déjà, mais les analyses génétiques aussi sont importantes. Et donc ça, jusqu'à maintenant en tout cas, on ne peut pas le faire autrement qu'avec une biopsie. Et une fois qu'on sait vraiment quel type de cancer il s'agit, on va pouvoir proposer le meilleur traitement. Aujourd'hui, il n'y a pas un traitement pour tous les cancers du poumon, il y a des dizaines de traitements pour des dizaines de cancers différents. C'est quoi les cancers les plus fréquents alors, du poumon? Alors le plus fréquent, c'est un cancer qu'on appelle l'adénocarcinome, qui existe aussi dans d'autres organes, hein, mais l'adénocarcinome du poumon, c'est le plus fréquent. C'est celui pour lequel on a aussi le plus de traitements, et le plus de traitements efficaces. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais il y a d'autres cancers qui sont un peu moins fréquents, mais pour lesquels on a aussi des traitements. Les choses avancent aussi beaucoup, mais on est un petit peu moins armé pour les autres. Alors, l'annonce d'un cancer est toujours un moment difficile. Comment vous ou l'équipe soignante accompagnez-vous les patients lors de cette étape? Alors ça, oui, c'est sûr que c'est un moment difficile. On essaye d'aller assez progressivement, mais en même temps, on est toujours un petit peu dans l'urgence parce qu'il faut débuter le traitement dans un délai raisonnable. Donc, on essaye de faire accepter déjà le diagnostic en lui-même, ce qui est pas facile à entendre. Et puis, on va vite se projeter quand même dans le traitement. Ce qui peut apporter un peu d'appréhension, mais en même temps, on est dans l'action. Donc ça permet quand même souvent de faire face un peu plus facilement que si on vous disait simplement vous avez une maladie mais on fait rien. Donc là, oui, il y a un diagnostic qui est difficile, qui est ce qu'il est, mais on a des solutions, on a des traitements à proposer et on rentre dans l'action rapidement. Et ces traitements, alors, c'est quoi? Alors il y a il y a plusieurs types de traitements. À chaque fois que c'est possible, on va faire plutôt une opération pour enlever la tumeur du poumon et ça suffit parfois, c'est parfois le seul traitement, hein. Mais souvent quand même, c'est encadré par d'autres traitements, des chimiothérapies, des immunothérapies aussi, qui sont des traitements relativement récents, qui sont des traitements qui agissent un peu à la manière d'un vaccin. Ce ne sont pas des vaccins, mais ils agissent en apprenant au corps à se défendre contre le cancer. Donc c'est un peu la même logique que les vaccins. Parfois, on va utiliser aussi de la radiothérapie, des rayons, qui vont être délivrés soit sur la tumeur du poumon elle-même, soit éventuellement sur d'autres lésions qui sont des métastases. Et puis enfin, on a tout un panel de traitements qu'on appelle des thérapies ciblées. Ça, c'est des médicaments qui sont en comprimé, donc que le patient prend chez lui tous les jours et qui ont une grande efficacité. Le parcours de soins type d'un patient atteint d'un cancer du poumon, c'est quoi? Alors, donc le point de départ, en général, c'est effectivement une consultation chez un patient qui nous a été adressé par son médecin traitant, qui a fait le scanner et puis qu'on voit en consultation. En général, le jour de cette consultation, on évoque quand même un peu déjà le risque, parce qu'on se doute que le diagnostic va être celui-là. Donc on en parle un peu déjà. On fait la biopsie, la fameuse biopsie, et puis on revoit le patient en général à peu près 2-3 semaines après, pour lui expliquer le diagnostic et comment on va entrer dans les traitements. Ensuite, il y a une phase importante aussi, c'est de faire un peu le tour des choses, des autres maladies éventuellement, des autres traitements qui seraient nécessaires. Et puis, le patient peut rencontrer un diététicien s'il y a besoin de support un peu pour qu'il garde son poids. Il peut rencontrer aussi des infirmières d'annonce, des psychologues si c'est nécessaire, d'autres professionnels comme ça qui nous entourent et qui nous permettent de fédérer un peu tout le monde autour du patient. C'est une étape importante au début parce que on se sent un peu perdu face à ce diagnostic et donc le fait d'être entouré comme ça aide quand même. Et ensuite, on débute les traitements. Alors, le plus souvent, c'est des traitements qu'on fait à l'hôpital. Les chimiothérapies, les immunothérapies, c'est des traitements qu'on fait à l'hôpital, mais le patient ne reste pas forcément dormir, hein. Il vient le matin
En général, il repart l'après-midi. Et on fait les traitements comme ça, de façon séquentielle, en général, une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines. Ce sont des traitements qui ont des effets secondaires importants, Alors, j'imagine. c'est difficile de répondre à ça, c'est très variable en fait, à la fois d'une personne à l'autre et puis aussi d'un traitement à l'autre. Donc c'est vrai qu'on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces, euh, mais c'est aussi des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires parfois gênants. Alors, on les connaît bien, les effets secondaires, donc on essaye au maximum de les éviter déjà, c'est-à-dire en prenant des mesures de prévention. Parfois on va ajouter un médicament qui par exemple fait que les chimiothérapies aujourd'hui qu'on utilise, en tout cas dans le cancer du poumon, donnent relativement peu de vomissements, parce qu'on a des traitements maintenant très efficaces contre ça. Donc ça, on va les utiliser dès le début, on ne va pas attendre qu'il y ait un problème. Parfois, il y a d'autres soucis qui peuvent être un peu embêtants, des problèmes de transit, des problèmes de peau, des choses comme ça. Bon, l'important, c'est d'en parler et on trouve toujours des solutions pour gérer ça. Alors, vous contribuez activement au développement de la recherche clinique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elle s'est développée ces dernières années? Comment vous intégrez vos patients dans des protocoles Ouais. et puis quels résultats vous avez obtenus? Ben, alors c'est vrai qu'on a une activité de recherche clinique qui augmente beaucoup dans le domaine du cancer du poumon, alors de manière générale dans le monde, mais à Rouen particulièrement, on a beaucoup développé ça ces dernières années. Et donc, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a le côté effectivement patient, ou des patients à qui on va proposer d'intégrer des protocoles de recherche, des essais cliniques, dans lesquels ils vont pouvoir avoir accès à certains médicaments, des nouveaux médicaments, ou des nouvelles stratégies de traitement euh, qu'on espère évidemment être plus efficace que le traitement habituel. Euh, Quand on débute l'essai clinique, on n'en a pas la certitude. Parfois, on a presque la certitude, mais pas encore absolument. Donc c'est toujours une discussion qui est importante à avoir avec le patient aussi, parce que c'est une décision que lui doit prendre, lui ou elle doit prendre, et donc il faut être au courant de pourquoi on fait ça et de comment ça va se passer. Donc si on entre comme ça dans un essai clinique, il peut y avoir parfois vraiment des résultats exceptionnels. J'ai souvenir d'une patiente, par exemple, qu'on a rencontrée en 2017, qui avait un cancer déjà très avancé, avec des métastases dans différents organes, et elle a accepté de participer à un essai clinique. Elle a un traitement qu'on lui a donné à cette époque-là, auquel on n'avait pas accès autrement que par cet essai clinique. Et c'est une de ces fameuses thérapies ciblées, donc c'est un comprimé qu'elle prend tous les jours depuis 2017, et elle a une vie normale en dehors de ça. Elle n'a jamais été hospitalisée, elle a ce traitement, et tout va bien. Donc ça, c'est vraiment une chance parfois de rentrer dans ces essais cliniques et de gagner du temps. Parce que ce médicament, maintenant, on l'a à disposition, mais il s'est passé à peu près 4 ans entre le moment où cette personne a eu accès au traitement et le moment où nous, on y a eu accès de façon large pour le prescrire comme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment le côté patient. Et puis après, on participe aussi à la recherche plus scientifique, plus théorique. On fait des études sur, par exemple, ce que deviennent les patients quand ils ont reçu tel ou tel traitement. Et puis on fait aussi des études sur comment mieux prédire l'agressivité de la maladie, comment mieux prédire la réponse qu'il va y avoir au traitement, mieux prédire aussi les effets secondaires pour pouvoir mieux les traiter. Alors, la recherche a besoin de soutien pour contribuer à offrir de nouveaux traitements aux patients. Mm. Comment est-ce qu'on peut la soutenir? Là aussi, il y a deux façons. La première, c'est vraiment les patients, c'est-à-dire nous faire confiance et dès lors qu'on a bien expliqué le déroulement, les risques éventuels, faire participer à ces essais cliniques, c'est sûr que ça fait avancer les choses, alors pour le patient lui-même, mais aussi pour l'ensemble des autres patients. Et puis la deuxième façon, c'est l'argent, parce qu'on y revient quand même souvent. Et donc, il y a notamment la Fondation Charles Nicolle, qui est reliée au CHU et à la région d'une manière générale, et qui finance beaucoup la recherche, notamment la recherche dans le cancer du poumon. Et donc, voilà, faire un don, c'est aussi très utile pour nous permettre de faire ces recherches qui sont très coûteuses. D'accord. Donc oui, donc
La fondation, oui, on peut faire un don sur leur site internet. Oui, sur le site de la Fondation Charles Nicolle directement. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Merci. non seulement pour vos éclairages médicaux, mais aussi pour avoir partagé avec nous la passion qui vous anime. Et enfin, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vie avec un cancer du poumon, nous vous recommandons d'écouter notre podcast Paroles de patients, où Sylvie, 49 ans, atteinte d'un cancer du poumon suivie au CHU de Rouen, a partagé avec nous son parcours avec une grande sincérité et beaucoup d'espoir. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre site internet www.chu-rouen.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt.